Sí, se está grabando. Ok, bonsoir tout le monde. On attend encore un peu parce que il y a encore des gens qui attendent. Un minute. Voilà, donc je pense qu'on commence. Donc, bonsoir à toutes et tous. Et merci bien de nous rejoindre encore une fois au café scientifique qu'on organise à travers le pôle francophone de l'UAM. Et comme la plupart d'entre vous le savez déjà, le pôle francophone est un projet construit avec le soutien de l'AUF, le vice-rectorat pour l'internationalisation de l'UAM, et accompagné du département des français de la faculté des lettres pour la création d'un espace commun ouvert à un public divers pour la dissémination de la science et la culture en langue française. On compte aussi avec le soutien de l'Institut français et l'ambassade de France en Espagne, la Casa Velázquez, le lycée français de Madrid et l'association Dialogue pour l'amitié franco-espagnole, parmi les autres collaborateurs très liés à la francophonie à Madrid. Et bon, c'est avec plaisir de vous présenter aujourd'hui à notre collègue Consuelo Prado, professeur au département de biologie chez nous. Elle a une vaste expérience internationale et une trajectoire marquée pour la multidisciplinarité, le travail sur le terrain avec les populations étudiées, la perspective des genres et l'intérêt pour la santé. Aujourd'hui, d'un point de vue scientifique, elle s'interrogera sur les faiblesses attribuées au sexe féminin et démantelant ces préjugés. Et nous avons également la participation de Maria López Morales, collaboratrice du pôle francophone, écrivaine et élève à l'UAM dans le Máster Universitario de Estudios Internacionales Francófonos, qui présentera et animera le débat en apportant sa vision de l'identité féminine soutenue par ses propres recherches dans le contexte de la littérature. Donc, merci à toutes les deux, Consuelo et Maria, pour nous proposer un sujet si intéressant qui nous permet d'approfondir dans les fondations de notre propre identité. Voilà, Maria. Merci Anna pour cette merveilleuse présentation. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous remercie énormément d'être ici avec nous à travers l'écran pour assister à ce cycle des cafés scientifiques et de la culture organisé par mon cher pôle francophone UAM. Aujourd'hui, comme Anna l'a déjà dit, nous avons le grand plaisir d'accueillir Consuelo Prado, qui présentera la communication Nous les femmes, sommes-nous le sexe faible? Un parcours à travers l'histoire scientifique et biomédicale qui interroge ces arguments d'autorité pour dévoiler un éventail de mythes formulés sur nos corps qui ont abouti à leur stigmatisation. Certes, la déconstruction du discours biologique basé sur le regard masculin nous permettra d'être les maîtres de notre vie, de notre santé et de notre corps. Consuelo Prado est docteur en sciences biologiques par l'Université Autónoma de Madrid, où elle est actuellement professeure titulaire. Au sein du domaine de l'anthropologie physique, sa recherche porte sur l'analyse du cycle de vie humain, mettant l'accent sur les aspects aussi bien biologiques que socio-environnementaux et culturels susceptibles de déclencher des variations. Sa démarche scientifique est formulée à partir de 4 perspectives, la multidisciplinarité, le travail de terrain en contact direct avec les populations qui sont l'objet de son étude, la perspective de genre par rapport à la mise en valeur des différences et de leur causalité, et enfin l'application matérielle de la recherche dans les domaines de la santé, de la nutrition et des habitats humains.
Elle est passionnée de tout ce qui nous fait des sapiens, notamment la musique, l'art, les voyages et les colloques intelligents et amusants comme celui-ci. De nos jours, en parallèle à la coordination du master interuniversitaire en anthropologie, physique et biodiversité humaine, Consuelo travaille en collaboration avec l'Université de sciences médicales de La Havane à Cuba. Ses projets de recherche ont été diffusés dans de nombreux pays avec lesquels elle a travaillé, notamment le Venezuela, le Mexique, la République dominicaine et les États-Unis. Et donc, l'internationalisation de son travail est également perceptible à travers de sa participation dans plusieurs séminaires dans des universités européennes, asiatiques et américaines. Merci Consuelo d'être ici avec nous, de partager vos travaux. On a hâte de vous écouter, donc vous avez la parole. On vous écoute. Bon, merci beaucoup. Vraiment, je suis ravie d'être avec vous. Vraiment, je suis très contente de l'initiative de mon université, l'Université autonome, de faire ces rencontres. Non seulement vous pouvez parler avec vous de ce que nous faisons tous ensemble et d'une façon relaxée, mais aussi pour la possibilité de pouvoir parler en français. Vraiment une langue que j'aime et que c'est très belle. Donc, merci beaucoup à tous. Et j'espère, écoute, je préparais un peu impact la présentation pour mettre en place des réflexions pour tout et pour toutes. Et voilà, nous sommes les femmes, vraiment, nous sommes les sexes faibles. Bon, je commence la présentation avec une phrase. Une phrase qui a dit Caton l'Ancien et des centenaires avant le présent, avant Jésus-Christ. Et voilà la phrase. À peine auront-elles commencé à être égales, elles seront supérieures. Cette phrase-là a été dite dans le contexte de la première grève des femmes que nous avons constatées dans l'histoire. Cette grève des femmes a été managée par la noblesse des femmes des citadins romains pendant les périodes de la République et était vraiment constatée historiquement dans les textes de ad urbe condita de Tito Livio. Donc, dans ces premières grèves des femmes constatées, les femmes ont mis en évidence une union et une revendication de sa liberté. Bien sûr que pour nous, même le thème de la revendication, c'est un peu faible, mais intéressant comme par des débuts, d'une grève des femmes, des femmes qui s'organisent pour demander quelque chose. Et vraiment, cette phrase s'est dit dans une session du Sénat romain parce que vraiment la situation doit avoir l'intervention du Sénat romain. Et vraiment, c'est une loi dans la période historique de la République romaine qui a interdit pour les femmes s'habiller comme il faut. S'habiller, c'est mettre des bijoux, des parfums et surtout participer dans les fêtes du bacchanal. Et toutes les femmes, vraiment les femmes d'un statut supérieur, se mettent en grève. Et ils continuent pendant beaucoup de semaines en grève, et en grève plus ou moins que tout le monde nous connaissons chez la maison, chez l'élite, chez des autres choses. Et pour ça, à la fin, il met en conflit au Sénat et à la fin, la loi Opium était dérogée. Et donc,
Et ça, c'est la première contexte que j'aimerais vous transmettre. La seconde chose dans laquelle j'aimerais réfléchir, c'est très proche pour nous les scientifiques et pour tous. C'est le cas, la situation d'une personne, d'une chercheur, d'une scientifique norvégienne, et son nom c'est Rosalind Franklin. Je suis sûre que si vous êtes mes élèves, je dis, bon, qui connaît Rosalind Franklin? Tout le monde dira, je ne suis pas sûre, je pense que... Bon, Rosalind Franklin est vraiment une chercheure. Il a travaillé beaucoup sur la découverte de la structure de l'ADN. Il a travaillé surtout sur la diffraction des rayons X. Et avec ces études, on a pu mettre un diapositive que vraiment c'est super. Et nous l'appelons la figure 51. Et dans cette figure, vraiment était réfléchie la constitution, la possibilité hélicoïdale des fibres d'ADN. Malheureusement, Rosalind a fait ces clichés, ces découvrements, et en 1951, il entre dans le King College et avec un groupe de chercheurs importants. Son chef travaille aussi, et John Randall était travaillé aussi sur la perspective de travailler avec les rayons X. Et bon, tout le monde reconnaît à ce moment-là les grandes découvertes de Rosalind. Mais malheureusement, il y a un conflit d'intérêts entre son chef, John Randall, et un autre chercheur qui met en moitié à Rosalind. À la fin, la publiée ne sortait pas, et 4 ans après, c'est Wilson et Clark qui ont publié la structure de l'ADN, et en 1962, il obtient le prix Nobel par ces découvertements. Rosalind, malheureusement, Rosalind mort, et voilà, ça c'est l'image de Rosalind Franklin. Voilà son merveille, son super figure cliché 51, et donc on peut voir la double hélice et la structure hélicoïdale de l'ADN. Et malheureusement, comme je dis, la gloire, c'est pour les autres. Aussi, Rosalind mort très jeune, à l'âge de 38 ans, d'un carcinome généralisé, parce qu'elle a travaillé sans mesure faible de sûreté avec les rayons X. Et vraiment, ça accélère le carcinome, et mort à 38 ans sans la connaissance de que son découvrement marche l'histoire de la biologie actuelle et de la biologie moléculaire actuelle. Mais plus proche, j'ai étudié depuis longtemps les aspects de la biologie des femmes. Et je me rappelle bien que quand j'ai fini ma licenciature, parce que dans mon temps, ce sont les licenciatures aussi, à ce moment-là, j'ai fini la licenciature et je me mettre pour étudier le doctorat. Je me rappelle bien que j'ai dit, bon, j'aimerais travailler sur 6 champs. Et j'ai lu un thème vraiment exclusif de la biologie des femmes, c'est-à-dire les premières règles, l'âge de la ménage et tous les concomitants biologiques
social, culturel, de santé, qui entourent ces faits biologiques. Et je me rappelle bien, il y a longtemps, mais je me rappelle bien de tous mes collègues et tous mes professeurs. Consuelo, tu es sûr? Cherchez seulement sur le jeune fil. Pourquoi tu peux étudier la croissance et comparer les hommes, les garçons, les filles, tout ça? J'ai dit, non, j'aimerais étudier l'âge de la ménage. Donc, j'ai commencé à étudier, bien sûr, dans la fac de médecine, à consulter textes qui se donnent à la faculté de médecine dans le contexte de la gynécologie et l'obstétricie pour me préparer. J'ai trouvé ça, ça que je vous montre à la pantalla. La physiologie, je lis, parce que c'est vraiment pour penser, chers collègues. La physiologie de l'homme, ainsi que sa morphologie, est développée plus tardivement que chez les femmes. Cependant, ce développement plus rapide chez les femmes que chez l'homme constitue une erreur. Ce qui arrive, c'est que le développement masculin est plus complexe et nécessite plus de temps pour son total épanouissement. La femme correspond à un homme encore complètement indifférencié. Botella, 1982. Voilà. Texte de la fac de l'Université Complutense de la cátedra de gynécologie. Voilà. Et ça, je dis, bon, je dois continuer parce que, bon, écoute, nous sommes complètement, nous sommes un homme encore complètement indifférencié. Voilà, c'est littéral, de Manuel de Botella de gynécologie et obstétrice. Et plus, voilà. Son maître était Marañón, notre révérencier. Et vraiment, c'est un très bon médecin. Mais écoute les idées. Le sexe féminin est un résultat intermédiaire entre l'enfance et la virilité. Donc, nous avons les liens. Nous sommes des petites filles, un peu plus grands, mais au-dessus de la virilité que c'est, tout les complète. Pour me comprendre, une autre phrase, et aussi des 10 tests de Botella de 1082, notons que la femme, comme telle, trouve sa raison d'être dans les phénomènes reproductifs. Voilà notre but, les phénomènes reproductifs. Ainsi, la condition féminine est essentiellement liée à une façon d'agir face au processus de reproduction et toutes ses conséquences. Voilà, cher ami. Quand on lit ça, et je pense, même à nos jours, il y a non longtemps, et je parle de Madrid, d'une université, et on donne ces contextes-là. Bon, je suis vraiment fâchée et frappée. Donc, ça me fait réfléchir. Notre corps, vraiment, c'est inutile pour fabriquer bébé. Notre corps est malade. Notre corps est en bonne santé, mais surtout, nous devons penser que notre corps, non c'est la moitié entre l'enfance et la virilité, notre corps soit différent. Et ça, c'est la vraie. Et pour constater les différences, c'est pour ça que j'étudie ça. Voilà. Bon, par exemple, paradoxal, je mettrai ces tableaux
parce que j'aime beaucoup, et vraiment, c'est un reflet de l'âge de la femme, et de petits enfants jusqu'à, voilà, la dame avec bon, les chapeaux. Non, non, c'est pas complètement un chapeau, mais vous me comprenez, et que c'est la mort qui couvre ces deux dames, les deux dernières dames, et qui sont habillées, comme dans les petites enfances, en noir. OK? Et les périodes reproductives des femmes sont habillées en blanche. Et ça me frappe, ce tableau est vraiment, et qui est en Amsterdam, et me frappe parce que c'est l'idée. L'idée est l'état reproductif en blanche et l'être des femmes et les autres choses plus punibles, c'est-à-dire plus proches au noir, au obscur, et la phase pré-reproductive est aussi liée à une grande mortalité infantile et la phase post-reproductive. Et ça, Seymour me permis de parler un peu d'un des clichés, des clichés que toutes les femmes supportent, c'est-à-dire la ménopause. Si, comme dit Botella, tout notre bon vital, c'est pour soi un être reproductif, je me demande si c'est vrai ça, est la première chose. D'un point de vue démographique, exclusivement démographique. Écoute, notre période, nous passons plus ou moins 12 ans après notre première règle, c'est-à-dire notre début des actes reproductifs d'un point de vue biologique. Mais écoute, si nous assumons une âge moyen de ménopause presque aux 50 ans, et nous savons, les Français et aussi les Espagnols, une expectative de vie de 84 ans, je me demande si c'est vrai que mon but dans mon existence, c'est le but reproductif, parce qu'écoute, 48 ans sont non reproductifs. Voilà. Ça, c'est un cliché que nous devons cacher. Et c'est pour ça que je dis que presque un peu plus des enters de notre vie correspondent à une phase post-reproductive. Et ça, restez avec cette information parce qu'à mon avis, au lieu d'être une chose mauvaise et une chose punible, une chose qui marche le vieillissement de la femme, la ménopause, c'est une chose positive, chers collègues. Surtout d'un point de vue évolutif. Je parlerai de ça. Bon, évidemment, car nous sommes vraiment une espèce, je suis biologue, mais je travaille avec une espèce un peu compliquée, parce que sur la réalité biologique, nous assumons vraiment une multipluridisciplinarité des possibles causes de variation. Donc, si vous voulez voir dans l'amitié des diapos, la santé et la maladie, et il y a un espace neutre qui peut changer en dépendant de quoi? En dépendant de quoi? Évidemment, de mon réalité biologique, de mon génome, mais aussi d'une grande sommation de facteurs qui peut décanter cet équilibre santé-maladie d'un côté ou de l'autre. Et dans ces contextes, par exemple, la situation des micro-environnements, des méso-environnements et des macro-environnements.
c'est-à-dire dépendant des situations, bien sûr, culturelles, sociales, économiques, et de respect, d'inclusion, des possibilités d'être, hein, et qui fait basculer la santé vers la maladie ou respecter la situation de santé. Par exemple, pendant longtemps, longtemps, les maladies des femmes sont liées à maladies, maladie de santé liées à la psychologie. Parce que, bon, écoute, nous sommes un sujet intermédiaire entre l'enfant et la virilité, et donc toutes les choses qui nous passent par une désadaptation, par un reflet de notre pauvreté, de notre faiblesse, hein, sur les mots des adultes. Et je pense en tous mes antécesseurs, les femmes qui ont pensé en paix, et vraiment c'est très difficile pour elles, ça forte. J'espère que Maria parlera de les auteurs français qui sont vraiment une punta de flèche et qui a démontré que les sexes faibles, on doit constater ça indépendant des circonstances. Et vraiment, d'autre part, à ce moment-là, de jour à nuit, nous avons passé à un intérêt crescent sur la biologie des femmes. Et ces ménages et ces intérêts crescents a été versé sur notre corps pour dire que notre corps sont malades dans tous ces processus physiologiques normaux. Et ça me frappe une autre fois. Bon, écoute, notre part sont médicalisés. Notre menstruation était médicalisée. Écoute, la semaine dernière, j'ai partagé d'un grand congrès international de ménopause. Et dans ces congrès, je suis vraiment bouleversée et fâchée parce que tous les congrès ont dit qu'une femme en ménopause doit être médicalisée avec la thérapie hormonale substitutive. Bon, écoute, si tu as ça, c'est la chose que j'aimerais que vous réfléchissiez. Parce que dans les contextes, dans les congrès, oui, il y a plusieurs de sortes de laboratoires qui mettent la possibilité de patches, de pilules, de n'importe quoi, pour être féminin forever. Mais écoute, féminin forever? What? Pourquoi? Voilà. Et ça, c'est ce que je, avec une paix forte, je dis. Bon, voilà, notre corps, c'est à ce moment-là l'obscur objet de désir des multinationales pharmacologiques. Pourquoi? Parce que, écoute, nous avons une expectative de vie plus grande que les autres. Et comme vous savez constater, nous passons, par exemple, en France ou en Espagne, plus de 30 ans en phase pour ménopauser. Et donc, voilà, la poulette de ceux d'or. Et voilà, il y a plusieurs corps pour traiter, pour vendre des produits médicaux. Écoute, je ne suis folle. Et si vous savez, une ménopause précoce, si vous savez, une ménopause qui a eu lieu à 30 ans, à 35 ans, oui, bien sûr, vous devez prévenir tous les symptômes de la ménopause en avance. Et oui, voilà,
vous devez prendre la thérapie hormonale substitutive. Mais une femme à 52 ans qui a passé et qui a laissé ses règles d'une manière naturelle, d'une façon complètement naturelle, écoute. Je parle sur dans un contexte, dans mon champ de recherche, l'anthropologie. Je ne suis un médecin. Donc, je travaille avec les médecins pour leur dire, ça, c'est normal, chers collègues. Après ça, et les pathologies, les cas pathologiques, voilà, les traiter. Mais je me demande si vraiment notre corps, la première question que je vais vous poser, notre corps est malade? Vraiment, ça, dans les contextes et même dans tous les esprits plus ou moins divulgatifs, et tout le monde est d'accord et montré comme une pathologie le processus biologique naturel des femmes. Concerné à la biologie, par exemple, je ne suis, parce que je ne vois tous les participants, mais quand je parle avec mes élèves et je les peux voir directement, je dis, bon, combien de vous, chers élèves, chers étudiants, combien de vous, vous savez prendre la pilule par recommandation de votre gynécologue pour contrôler et régulariser vos menstruations? Toujours la même chose. Écoute, il y a une hormonation pas naturelle qui est un traitement que c'est pour une autre chose, c'est vraiment ne dire la vérité aux jeunes qui prennent la pilule. Pardon, Consuelo, les micros, vous devez les connecter encore une fois. Parce que c'est fermé. Ah, voilà. Voilà, mais, parfait. Mais a été fermé seul. Oui, oui. Il m'a laissé. Ça arrive. Je viens de parler avec sur bon, toutes les façons que même la pression des médias, la pression médicale pour montrer les processus naturels, des processus naturels de la biologie des femmes comme processus de maladie. Notre corps malade ou notre corps sain. À mon avis, tous ces processus qui, à ce moment-là, sont médicalisés, sont pleinement naturels. Ces dernières diapos on montre que quand je cherche les mots femmes dans les index médicos, seulement appareil en 1991, depuis vraiment longtemps, et lié au processus reproductif. Donc voilà, il y a beaucoup de choses pour faire aujourd'hui. Bon, et vraiment, j'aimerais montrer, et voilà, je montre la réalité dans laquelle nous savons convivre, ces réalités même scientifiques. Et je montre vraiment le modèle biologique pour contraster avec vous si vraiment nous sommes les sexes faibles. Voilà. La survie. Pourquoi la survie? Lorsque notre gène immunorégulateur
sont liés en grande part au chromosome X, hein, et sont dupliés dans le cas de la femme. Donc, si un chromosome X n'avait pas l'information, l'information c'est génétiquement altéré, nous avons un autre chromosome, hein, pour avoir toutes les choses que nous pouvons obtenir comme information pour la santé, même, comme je dis, pour les gènes, pour la possibilité immunorégulateur. Mais qu'est-ce qui se passe dans les cas des varons? Ils ont seulement un chromosome X. Donc, si l'information génétique était altérée, l'homme était altéré. Voilà. Je vous montrerai un exemple, pas immunorégulateur, mais très, très connu, que c'est le cas de la hémophilie. Voilà. Et une autre chose, strictement, ça c'est science. N'importe quel âge, avant le couchement, c'est-à-dire, sauf les périodes de couchement et postpartum, la mortalité masculine est plus élevée dans toutes les tranches d'âge, même dans les petits enfants, même dans la vie intra-utérine. Il y a plus d'avortements de fœtus masculins, naturels, bien sûr, d'avortements de fœtus des garçons et des fœtus féminins. Ça est frappant. Notre corps, vraiment c'est faible. Nous envisageons que ce double X marque quelques différences en la supervivance. Voilà, ça c'est la situation. Je vous montre la mortalité. Je dis que seulement dans une période très courte, les périodes de reproductives strictes de maternité, et la mortalité des femmes, c'est supérieur à celle du varron. Mais je vous montre la variation de ces mortalités dans la Europe, vous pouvez voir la graphique en noir, et dans Suède, en anglais, et en rouge, et l'Angleterre en bleu. Et vous pouvez voir comme ces tranches de mortalité où c'est vrai que la mortalité des femmes était supérieure aux varons, surtout par découchement, difficultés, désinfection après l'accouchement, et vraiment c'est une période importante de mortalité pour les femmes. Mais voilà, 1940, la pénicilline arrive, les antibiotiques, et voilà les descentes de mortalité dans cette spéciale période de mortalité des femmes. Donc, prueba superada, que diríamos en espagnol. Voilà. Ça, c'est la pyramide de population d'Espagne. Et vous pouvez voir, comme dans l'âge supérieur, le nombre de femmes duplique le nombre de varons. Et surtout après les 80 ans, nous sommes presque le double de femmes que de garçons. Voilà. La supervivance dans toutes les tranches d'âge, on peut constater ça, non seulement strictement biologique, mais démographiquement. Ça, c'est les choses que j'aimerais vous parler. C'est un exemple très simple, et je suis sûre que vous connaissez bien sur la possibilité d'être sain avec les doubles des chromosomes X, avec les caractères qui sont liés.
il y a plusieurs caractères qui sont liés au chromosome X. Et dans ce cas, c'est la hémophilie, et donc, si une femme porte un chromosome X hémophilique, hémophilique, et il sera une femme porteuse, mais saine. Mais si ce chromosome X est devenu des parents et frappe et un garçon, il sera un baron hémophilique. Donc, les doubles chromosomes, d'un point de vue presque de la structure de notre génome, apportent vraiment une super habitude. C'est vrai, c'est mot sur les femmes que chez les garçons. Et vous me direz, bon, Consuelo, mais qu'est-ce qui se passe si nous sommes XX et les garçons XY et l'information de XY, qu'est-ce qui se passe? Bon, si vous avez vu un karyotype, les X, c'est un chromosome grand, vraiment, c'est une des plus grands du génome humain. Et par contre, les Y, ce qui détermine le sexe masculin, est vraiment très petit. Et seulement, il y a seulement information, seulement se transmet dans une face du bras du chromosome que nous appelons les bras non homologues du chromosome X, Y. Et c'est le secteur biologique pour transmettre l'information. Donc, il est vraiment très petit et pour le moment n'était trop étudié. Et par exemple, il y a des choses, des caractères qui sont dans ces chromosomes et que vraiment, nous, les femmes, nous ne l'avons pas. Et c'est, par exemple, c'est un peu frappant, mais je vous montre un des caractères qui sont liés au chromosome Y. Et voilà, c'est ce que nous appelons la pilosité des oreilles. Avoir pilosité dans les pavillons externes de l'oreille. Et seulement, vous pouvez voir ces caractères que je vous montre ici et dans les photos et dans les garçons, et pas dans les femmes. Et c'est vrai, que dans les chromosomes Y, il y a un important, c'est important de souligner qu'il y a une gène que nous appelons le gène SRY qui est sexe déterminant, c'est-à-dire que fait que la gonade générale commune pour les femmes, pour les petits enfants, femmes et garçons, évolue vers une gonada des modèles masculins. Donc, et c'est vrai que cette information est dépositée sur les chromosomes Y. Mais pas plusieurs. Ça, c'est vraiment important, bien sûr. Mais j'aimerais vous montrer une autre chose plus proche à mon recherche, qui met en évidence que notre corps sont différents en composition corporelle. Et cette différente composition corporelle fait que le corps féminin demande moins d'énergie. Donc, nous sommes organismes plus résistants et plus économiques aux moyennes. Voilà, nous pouvons, entre virgules, travailler avec moins d'énergie. Et pourquoi? Parce que notre corps est, comme j'ai dit au début, notre corps est différent.
la composition de notre corps est différente. Et voilà, les deux hormones paradoxales, la testostérone et l'estrogène. La testostérone, que c'est l'hormone typiquement masculin, provoque la formation de masse musculaire. L'estrogène, c'est une hormone plus conservative et dote à l'organisme d'une possibilité d'accumuler énergie dans les panicules de l'adiposité, d'agrandir les panicules adiposes. Et c'est pour ça que la femme a moins muscles, que c'est une tissu vraiment demandant d'énergie, a moins muscles, mais a une réserve de graisse plus forte que les garçons. Nous sommes vraiment les sexes faibles. Dans ces milieux comme les nôtres, sans difficulté pour obtenir l'aliment, pour vivre confortablement dans ces milieux de 20 degrés toute l'année avec les chauffeurs et tout ça, ça n'importe rien. Mais écoute, nous sommes l'exception du monde. La plupart ont besoin d'énergie jour par jour. Il ne sauve rien, manque d'énergie. La femme avait un organisme plus conservatif. Nous demandons moins d'énergie et nous avons la possibilité d'accumuler énergie et une forme d'adiposité plus fort que les garçons. Donc, nous avons un réservoir. C'est comme une banque d'énergie. Si nous avons besoin, nous ouvrons la porte de ces bancs et nous faisons, nous utilisons ces réservoirs de gras en forme d'énergie. J'ai fait une étude très frappante. Probablement l'étude plus frappante pour moi. J'étudiais une grève des femmes, une grève des femmes à la prison espagnole avec un groupe politique qui se met, les Grapos, qui se met en grève des femmes pendant une longue période. Les grappes du sexe masculin fait la grève, du sexe féminin fait la grève, et c'est une grève qui a duré plusieurs mois. Bon, de tous les grappes femmes qui fait la grève, il n'y a aucune morte. Les grappes garçons qui fait la grève, malheureusement, ont mort à la prison plusieurs, 10 ou 12, et je me rappelle bien. Et j'ai étudié avec parce que, écoute, quand la grève était finie, les médecins, c'est une grève que vraiment c'est pour écrire un paper parce que vraiment c'est très long. L'équipe médique de la prison a demandé la possibilité de travailler avec une anthropologue pour faire pour suivre la récupération, si est-ce qu'il y a une récupération de ces femmes qui ont été en grève pendant vraiment plusieurs mois. Mais, bien sûr, les médecins respectent la décision de ne pas manger, mais sont ils sont hydratés et avec suero-glucosaline pendant toutes les périodes, mais ils ne mangent rien. Et
non seulement on récupérait la capacité musculaire d'être au début, mais aussi on récupérait ses fonctions menstruelles, que pour moi, que j'étudie tout ça, c'est frappant, parce que vraiment, je peux constater la fortalesse, vraiment la bravoure du corps féminin pour la récupération de ses fonctions depuis vraiment une chose vraiment frappante. Vous me comprenez? Bon, malgré tout ça, notre corps sont plus résistants. À la fin, nous marchons avec, bien sûr, c'est complètement ridicule que je prétends courir les 100 mètres lisses à la même vélocité qu'un corps d'homme, avec une masse musculaire. Ça, c'est complètement folle. Mais à la fin, nous laissons à la lieue qui marche en avant, mais à la fin, notre c'est une carrière du temps. Et écoute, nous vençons dans ces carrières. Nous sommes les vaincus de ces carrières. Et voilà, j'aimerais vous montrer un article qui, à mon avis, c'est vraiment un très joli article que j'ai partagé avec l'équipe de recherche dans laquelle je travaille. Et vraiment, nous savons, le titre, c'est en anglais, Female Equistability and Severe Malnutrition in Children, Evidence for Humanitarian Aid Intervention in Africa, Asia and Latin America. Cette étude, chers amis, était faite dans un échantillon de 60 000 personnes de tous les continents, des populations humaines qui vivent dans un milieu restrictif et même dans le champ de réfugiés. Et cette étude a montré que les jeunes filles, les petites filles ont moins état de malnutrition que les garçons. Et ça frappe à tout le monde scientifique. Et cette merveilleuse étude, avec un échantillon super, était refusée par l'American Journal of Physical Anthropology. Était refusée parce que frappe contre l'idée générale que les filles du pays du troisième monde, je n'aime pas les termes, mais c'est pour comprendre entre nous, et l'idée, les clichés fixent que les jeunes filles du troisième monde sont doublement bouleversées. Et je dis, oui, sont doublement bouleversées parce que s'il y a une mère comme si pour l'eau, et seulement il y a un frère et une sœur, la mère les donnera à les fils. Et tandis que ces situations occurrent, la situation nutritionnelle des filles était meilleure que celle des garçons. À la fin, était publié, voilà, nutrition clinique et diététique hospitalaria, mais nous devons descendre un peu le niveau de la revue, pas pour l'excellence du paper, pas pour l'excellence du travail, mais parce que vraiment montrer une chose que la société n'aime écouter. C'est une autre chose qui passe pour les chercheurs que nous étudions et nous démontrons ça. Et ça, c'est la réalité. Voilà.
je vous montre la silhouette d'un homme, une femme de 20 ans. Super, il n'y a pas de carences nutritionnelles, il n'y a pas d'excès. Voilà, c'est la situation idéale, 20 ans, le top. Vous avez fini la croissance et vous êtes jeune adulte. Et voilà les caractéristiques somatiques. Si vous avez vu le pourcentage de graisse corporelle chez les garçons, c'est presque 10-12%. Chez la femme, c'est presque 20-21% de son poids corporel était graisse. Et ça, c'est une différence dans un gène super. Et voilà. Et ça, c'est mal. Non, c'est différent. Et pour moi, c'est une sûreté. Quand les choses, comme dans les greffes que j'ai étudiées, passent. Nous pouvons faire sortir ce réservoir d'énergie de notre accumulus de graisses corporelles. Voilà. Et ce que je vous montre, c'est que si j'ai mis l'évidence de toute notre corporalité en 3 facteurs ou à 3 componentes, c'est les components d'endomorphie, endomorphe, ectomorphie, linéarité et mésomorphie, muscularité. Voilà, et ce sont les images originales de la personne qui, qui commence à étudier ces typologies, ces formes de typologie, que Sellon. Sellon, c'est une chercheuse nord-américaine qui fait ces formes d'étudier la morphologie des humains à partir des photos. Bon, et à partir de ces 3 components, je peux voir, et je vous montre, et ça c'est une étude nôtre, de qu'est-ce qui se passe avec ces 3 components. Ces 3 components chez les garçons, au lieu à la gauche, et chez les femmes, à la droite. Vous pouvez voir que pendant les chiffres que vous savez, ce sont des chronologies de l'échantillon. Vous pouvez voir que selon les petits enfants, c'est mis vers l'adolescence et la puberté. Et voilà les contours de la variation morphologique du corps. Et vers quel component? La mésomorphie, c'est-à-dire la muscularité. Et le même schème, nous partons de que les filles, les petites filles, vers vers les components, voilà, les groupes d'âge plus élevés, plus ou moins dans la puberté, 12, 13, 14 ans, et sont liés dans les components vers les components d'endomorphie, c'est-à-dire les components qui marquent l'adiposité. Voilà, notre corps sont différents. Pas une intermédiaire entre les enfants et la virilité. Vraiment, sont différents. Mais, pur, j'ai seulement montré la réalité biologique. Vous devez choisir si être inégal ou être informé, comme dit La Fontaine. Voilà. Mais ça, c'est l'évidence. Excusez-moi, Consuelo, je veux s'interrompre un petit moment. Vous, l'heure, et que vous devez partir, je vous invite peut-être à passer à la dernière diapo pour conclure votre exposé. Ah oui, et tu as raison. Merci beaucoup, Maria, parce que comme j'aime beaucoup ces choses-là, j'ai coupé la présentation, mais j'espère qu'avec ça, vous savez vraiment connaître
les problèmes dans lesquels j'aimerais vous travailler, et surtout, et ça c'est l'après-dernière diapo, et pour montrer que, bon, quand je parle de les morphotypes d'être femme, d'être corps de femme, et prétendre que toutes les femmes de 50 ans doivent être comme ça, c'est complètement folle. Par une chose, et je finis avec ça, par une chose, quand on arrête la production d'estrogène dans les ovarios, nous pouvons aromatiser dans les panicules adiposes, dans la graisse corporelle, nous pouvons aromatiser la testostérone que nous avons, tout le monde, les femmes ont aussi testostérone, et les garçons et les hommes ont aussi estrogène, mais en différentes proportions. Mais écoute, nous pouvons avoir une sorte d'estrogène à partir de l'aromatisation dans la graisse corporelle de testostérone. Comme notre ovaire était stoppé, s'arrête la production estrogénique, c'est une petite possibilité de production estrogène. Donc, dans ces moitiés âge de la femme, 40, 50 ans, c'est biologiquement naturel avoir une morphotype un peu plus ronde, un peu plus adipose. Ça, c'est biologiquement normal. Et pas ça. Ça, c'est va contre la nature. Donc, c'est ça, et je m'arrête et ouf. Ouais, c'est Avec dommage. ce petit poème, que je pense que je dois lire en espagnol, et parce que c'est d'une personne, d'un poète d'Amérique latine, et qui représente très bien les papiers des femmes. La mujer permanece en los patios interiores, apaga las antorchas, termina la tarea del día. Cuando es joven, hace la reverencia, baila los bailes y se sienta a la espera del príncipe. Cuando es vieja, aguarda a que le den la orden de que se retira. Y eso es, bueno, espero que no, j'espère que no, mais un peu la situation que je trouve dans plusieurs contextes sur la réalité du corps des femmes. J'avais beaucoup de choses. Je suis à votre complète disposition dans mon email si vous aimez me demander quelque chose, parce que je sais beaucoup de choses sans pouvoir les présenter. Merci beaucoup. Merci Consuelo, un grand merci et toutes mes félicitations pour cette éclairante présentation. Je vais profiter de ce poème justement pour finir notre café d'aujourd'hui en traçant le pont avec le domaine de la littérature francophone, où l'on constate la revendication des écrivaines pour extraire leur production littéraire des étiquettes justement de littérature féminine, longtemps associées au sexy, d'hystérie, et ne concevant leur œuvre que comme une prolongation des tâches ménagères. Elles défendent aujourd'hui l'écriture du corps et du plaisir, car prenant les mots de l'écrivaine espagnole Luna Miguel, il n'existe peut-être pas une écriture féminine, mais si une expérience associée au féminin qui doit être racontée, problématisée et exposée. Et c'est ça que vous venez de faire. Et donc,
pour approfondir un petit peu plus, les écrivains mâles nommaient notre plaisir à travers la littérature, le colonisant et créant tout un univers discursif plein de violence symbolique qui nous dépossédait du langage. Donc, on n'était pas capable de nommer notre plaisir parce que les mots étaient déjà construits par les hommes, non? Donc, puis ces violences finissaient par se matérialiser dans nos corps. Ils neutralisaient notre plaisir ou définissaient comment nous devions le gérer. Par conséquent, nous assistons de nos jours, heureusement, au questionnement autour quel mot pour le dire, non? Quel mot pour nommer nos corps, pour nommer notre plaisir. Et donc, la réappropriation de l'espace littéraire trace la fin des périphéries, la fin de la marginalisation de notre voix par rapport à la littérature, à l'espace de la production culturelle. Enfin, les écrivaines francophones ont-elles réussi à ne plus habiter les marges, n'est-ce pas? Et donc, je vous invite à connaître des figures incontournables de cette réappropriation symbolique et matérielle de nos corps, comme par exemple Monique Guitti, qui à la fin du XXe siècle a associé la révolution féministe et par exemple à la révolution lesbienne, ou encore Hélène Cixous, une des grandes théoriciennes du plaisir féminin. Et pour ce qui est, par exemple, de la narration, une romancière française excellente, c'est Annie Ernaux, qui fait un peu le détournement de la situation parce qu'elle défend la vulnérabilité et la met au centre du projet littéraire. Le corps, soit des hommes ou soit des femmes, comportent certaines vulnérabilités et il faut les montrer et les associer au plaisir et les délivrer un peu de l'hégémonie discursive du rare masculin. Donc, je vois très bien le lien avec votre exposé. Et moi aussi, je vous invite à me demander si vous voulez plus des renseignements ou des conseils de lecture qui, dans ce moment de l'histoire, sont très, très nécessaires. Donc, merci encore, Consuelo. Oui, c'est vrai. Ça frappe d'un point de vue. Je te remercie beaucoup à l'intervention d'un point de vue plus de lettres, plus philosophe. Et mon intervention, c'est plus pardon, c'est plus biologique. Mais c'est vrai que les corps, non, pardon, que les corps des femmes sont bouleversés et même nous débattons à nos jours en Espagne qu'est-ce qui se passe avec le jeune fille africain et pendant les vacances d'été retournent à l'Afrique et sont retournés opérés du clitoris et sont liés tous ces lèvres, les lèvres d'une façon sans possibilité de lutte. Et ça, c'est la réalité qui occure aussi en France, mais que nous devons de l'avoir. Et toujours une autre fois, éviter le plaisir des femmes. Parce que les femmes qui ont plaisir, c'est une femme mauvaise. Et ça, c'est une réalité qui est vite. Parce que, écoute, la plupart, et même dans les tests scientifiques, c'est que la femme, c'est la lune, c'est le froid. Il n'avait passion, il ne peut être chaleureuse, elle doit être. Et ça, c'est et même lié à la biologie,
Et ça, c'est la question. Et toi et moi, nous ensemblons ce soir. Et c'est super. Et je remercie beaucoup. Et bon, j'avais beaucoup de choses à dire, mais c'est vrai, c'est la réalité à nos jours. Et même, je vois hier soir les images de la France, Paris, étaient vraiment brûlés, vraiment brûlés. Et je connais parce que j'ai travaillé dans les projets européens qui est lidéré par le CNRS Paris. Et donc, j'ai passé beaucoup de temps avec mes collègues ici. Et je suis interdite entre des Saint-Denis et n'importe quoi. Et en Saint-Denis, toutes les femmes sont avec les voiles. Et quand ils sortent, ils se laissent les voiles. Donc, ils sont stigmatisés, même dans la capitale de l'Europe et de Paris, et dans les lieux, et dans ces maisons, et dans los patios interiores, et deven pagar las antorchas. Et ça me frappe, chers collègues. Et surtout avec la vérité, malheureusement, un peu bouleversée de la science, mais qui met en évidence une autre façon de voir notre corps. Bien sûr. Si tu me dis, tu peux élever des 100 kilos, je te dis non. Et pourquoi? S'il y a élévateur. Mais je peux avoir des enfants, je peux vivre plus que toi. Vous me comprenez? Et c'est ça, une façon, un point de vue qui était, pour le moment, bon, nous commençons à montrer ces réalités, comme les écrivaient les Françaises, mais c'est un peu dur. L'expérience de l'article avec l'échantillon plus merveilleux que tu peux penser est presque une cité complète comme échantillon des quatre continents était repoussé parce qu'on met en évidence une réalité biologique que c'est non la vérité est conventionnelle. Que le monde aime écouter. La pauvre fille qui était doublement bouleversée, mais heureusement que sa biologie la sauve. Merci, Consuelo. Je dois vous laisser, mais je remercie beaucoup. J'ai passé une soirée vraiment merveilleuse avec vous. L'unique chose que j'aimerais est faire ça en direct. Donc, pour l'année prochaine, je me fais une autre. On le fera en présentiel, bien sûr. Merci beaucoup, Consuelo. Au revoir, à tout à l'heure et au revoir et à votre disposition. Merci. Merci, Consuelo. Donc, merci beaucoup, Consuelo. Pardon. Au revoir. Je vous remercie de votre présence. J'espère vous rencontrer, vous toutes et tous, à l'occasion du prochain café, le 27 mai, intitulé « Vaincre le Covid-19 en Afrique, un constat et politique », qui sera présenté par José María Meya. Je vous attends nombreux et nombreuses à la prochaine occasion. Donc, bonne soirée à tous et à toutes. Ça a été un très grand plaisir. Au revoir. Également, Maria, merci bien. C'était vraiment super. Merci. Au revoir. Au revoir, à bientôt.